Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast. Alors Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast, et c'est un podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. On est dans un épisode spécial Podcaston. Le Podcaston, c'est chaque année une initiative internationale où tous les podcasteurs francophones dédient un épisode spécial dans leur chaîne podcast pour une association, une cause. Mais ce que je vais commencer à faire avant de vous parler du sujet, c'est de faire le tour de table et de voir un peu qui est avec moi au micro. À ma droite, j'ai Sophie. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je m'occupe de la co-coordination de l'ASBL à Pise-Bruxelles. Ma mission, c'est d'assurer la cohérence du travail, veiller à ce que toute l'équipe puisse réaliser ses missions, être épanouie au travail. Et donc, je réalise cette mission-là en tandem avec Nicolas Nanak, et qui est co-coordinateur avec moi. Alexia, qu'est-ce que tu fais ? Au sein d'APIS, je m'occupe de la sensibilisation autour de l'environnement pour un public plutôt enfant. Donc voilà, je vais en école, j'accueille des enfants et on rigole bien. On parle de l'environnement urbain plutôt. Mais voilà, mais je vais en garder un peu pour la suite. Christophe ? Bonjour Michel, mon rôle est de former et d'organiser des formations à destination d'un public professionnel sur tout ce qui est développement de la nature en ville et gestion écologique des espaces verts, et également l'utilisation un peu plus raisonnée des pesticides dans les espaces verts et les espaces publics. Ça s'adresse vraiment à toute personne professionnelle qui a un lien avec la biodiversité en ville, donc que ce soit les entrepreneurs de parcs et jardins, les gestionnaires administratifs, les agents de terrain, les architectes, vraiment toute personne qui peut avoir un rôle à jouer dans ce développement de la biodiversité. Le tour de présentation étant fait, on va rappeler que le Podcaston, c'est un podcast qui vous invite, chers auditeurs et auditrices, à faire des dons. Alors cette association ne renoncera pas à avoir des dons pour les aider dans ce qu'ils font. Et pour vous en convaincre, on va vous expliquer ce qu'ils font en détail. Ils ont donné quelques indices en se présentant, mais on va bien entendu aller beaucoup plus loin. Je vois que Sophie voulait intervenir avant ma question première. Oui, peut-être juste préciser qu'on est une équipe au total de 6 personnes. Donc, on a parlé effectivement d'Alexia, de Christophe, de moi-même. Et on compte aussi sur 3 autres personnes actives au sein de l'ASBL qui sont Marina, Lucie et Nicolas. Ça, c'est un Chief Happiness Officer, tu vois. Elle pense à tout le monde et elle mentionne tout le monde. Qui va me présenter Happy et quelle est votre mission ? L'ASBL, elle existe depuis près de 20 ans. Elle a pour objectif de permettre le redéploiement de la nature en ville. Notre vision, c'est de construire la ville-nature avec l'ensemble des personnes qui l'habitent et qui la font au quotidien. On développe une série d'actions qui visent à mobiliser l'ensemble des personnes de la ville, depuis les enfants jusqu'aux élus politiques, en passant par les citoyens et par les professionnels, pour assurer le développement de la nature en ville. Alors, on a comme petite spécificité de travailler avec, pour certains projets en tout cas, un angle d'approche qui sont les abeilles, et plus spécifiquement les abeilles sauvages. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner et de mobiliser tout le monde pour permettre le redéploiement de la nature en ville, assurer le développement de la ville-nature. Et on va quand même préciser aussi que votre siège est chez Transforma comme pour nous, et c'est pas innocent que je le cite, parce que Transforma a reçu 2 labels éco-responsables, et on leur dit un petit cocorico quand même au passage. On a parlé de sensibilisation des enfants. Ce chapitre-là m'intéresse. On va peut-être commencer par celui-là. Quel est l'enjeu d'aller dans les écoles, d'aller voir les enfants ? Alors, on les sensibilise au futur et à la planète. Ça, j'ai pas de difficulté à le comprendre. Mais tu peux me donner plus d'informations et plus m'illustrer votre mission dans les écoles ? Alors, je vais peut-être commencer par une phrase un peu bateau, mais qui résume un peu. En fait, on est tous et toutes bien conscients et conscientes que les enfants sont les adultes de demain. Et on est tous et toutes bien conscientes aussi que le climat, il n'attend pas demain. Au plus tôt on peut commencer à agir autour du climat et de l'environnement, au mieux c'est. L'idée d'être dans les écoles et de faire venir les enfants au Sentier des Abeilles qui se situe sur le site de Nopilif à Nederoverenbeek, c'est aussi de leur ouvrir un nouveau monde. Les enfants, surtout en ville, sont pour la plupart cantonnés à un appartement. Ils n'ont pas forcément de jardin. Ou bien quand ils se baladent dans un parc, ils voient de l'herbe qui est piétinée par les passants, par les chiens, un peu tout le monde. L'enjeu, c'est de leur montrer qu'en sortant de chez eux, il y a de la nature et donc de l'émerveillement. Quand on est enfant, on a envie de préserver en fait tout ce qui nous émerveille et tout ce qu'on trouve magique. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. Le public enfant dont on parle, il va de quel âge à quel âge déjà ? Ça dépend ce que je vais faire. Ça dépend vraiment du projet. Par exemple, je parlais du Sentier des Abeilles. On le donne aux maternelles et aux primaires. Maternelle à partir de 4 ans. Et puis les primaires, c'est première à la 6e primaire.
Il y a une animation qui est prévue aussi pour les 15-18 ans, qui est en train de commencer à apprendre. Et ça, c'est vraiment une sorte de parcours d'animation qui est fait sur un site plutôt naturel, où on va parler de l'abeille domestique, mais aussi et surtout de l'abeille sauvage et de l'importance qu'elle a dans notre quotidien. Là, on va un peu brasser le scolaire général. Maintenant, je fais aussi des animations en classe, et ça, c'est plutôt les primaires. Et ça, c'est toi qui le fais. Ouais. C'est quoi les retours des jeunes? Les jeunes sont émerveillés plus facilement. Ils sont pas à convaincre? Non, ils sont pas à convaincre. Ils voient une coccinelle, pendant 5 minutes, ils la regardent marcher. Vraiment, c'est génial. C'est du bonheur. Rien que voir les étoiles dans leurs yeux, les entendre dire « Oh, et ça, c'est quoi? Oh, madame, regarde, il y a un moustique sur moi !» Un papillon, mais c'est pas grave. Enfin voilà, c'est vraiment, ils essayent, ils sont intéressés, ils sont émerveillés. Ici, j'ai fait une animation en école d'enfants que j'avais vus en septembre. Alors, c'est peut-être un peu égocentrique, mais ils sont souvenus de moi. Ils ont la mémoire de ce qui se passe. Et je leur ai demandé, OK, vous vous souvenez de moi, mais qu'est-ce qu'on y a fait? Ah oui, mais on a vu ça, et on a parlé de ça. Et ils n'ont pas d'angoisse à cet âge-là non plus. Ils sont pas encore dans l'angoisse de ce que les médias leur bassinent, etc. Ça dépend. J'ai déjà eu des enfants, quand on leur montre un peu la chaîne qu'il y a autour de l'environnement, donc OK, on parle des abeilles sauvages. Les abeilles sauvages, grâce à ça, il y a ceci, puis mais sans ça, du coup, il y aurait plus ça. Et alors là, on voit parfois tout le schéma qui se fait dans leur tête. Donc c'est arrivé à gérer ça en disant, c'est stressant, mais il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce qu'on compte sur eux pour aller remonter vers les parents? J'imagine que c'est ça aussi le but. J'ai déjà entendu des adultes me dire « Ah oui, mais je me suis fait enguirlander par ma fille parce que je faisais pas attention à la fleur ou je ne faisais pas attention à ça. Ouais. » En tout cas, pour moi, c'est un enjeu secondaire. Mon premier enjeu, c'est vraiment émerveiller l'enfant et qu'il s'attache à cette nature. Les plus âgés, c'est le challenge par contre. Les adolescents, leur but, c'est d'être intégrés à un groupe. Si le groupe dans lequel il est n'est pas intéressé par l'environnement, même si lui, il l'est, il va peut-être coincer parce que oui, mais en fait, moi, mon meilleur pote, il préfère jouer à la Xbox qu'aller faire une balade en nature. Donc, il y a plein de paradoxes et c'est, on va pas le cacher, un public qui est vraiment très difficile à atteindre. Mais je pense qu'en trouvant les bons moyens, il y a moyen de les atteindre. Par exemple, ici, pour le Sentier des Abeilles, on a développé une sorte de jeu unlock, où il faut aller débloquer quelque chose et ils doivent aller se renseigner, ils ont des codes, ils doivent bouger. Ils ont En des réalité épreuves à augmentée faire. alors? Non, c'est vraiment sur le terrain. Ils doivent écrire, ils doivent lire, mais ils sont par petits groupes et donc l'idée c'est aussi qu'il y ait de la collaboration. C'est un peu un jeu scout et vraiment que tout le monde arrive à trouver sa place. Un adolescent qui est peut-être un peu plus timide mais qui est OK juste de noter, il trouvera sa place. Un autre qui a besoin de courir et d'aller découvrir des choses, il trouvera sa place. Et c'est vraiment l'idée de leur trouver des petits challenges, et les faire un petit peu réfléchir sans qu'ils aient un texte de 20 pages à lire et des questions. Maintenant, je pense qu'en individuel, Le message passe mieux. le message passe mieux parce qu'il n'y a pas ce besoin de faire le fier, de paraître face aux copains et aux copines. Christophe, toi tu agis, si je comprends mieux, au niveau des institutions, des entreprises. Explique-moi un peu. J'agis au niveau d'un public professionnel assez large. Ça va tant au niveau des institutions qu'au niveau des entrepreneurs, des personnes qui vont agir dans leur travail de tous les jours, à une échelle que ce soit la gestion des jardins privés, la gestion des parcs, les grandes décisions aussi qu'il peut y avoir derrière, de comment mettre en place le développement de la nature en ville et la gestion écologique. Et la mission consiste en quoi quand tu vas voir les entreprises? C'est leur demander si vous avez un espace vert potentiellement faisable? Est-ce qu'on parle de team event, d'activités d'équipe, de placement de bacs potagers en entreprise? Dans quelle direction vous allez? On n'est pas vraiment sur ce domaine-là. On organise tout un programme de formation avec différents modules qui peuvent être le développement de la nature dans le bâti, comment accueillir la biodiversité dans le bâti, comment mettre en place de la gestion des eaux de pluie, comment utiliser les produits phyto, comment gérer un parc ou un jardin de manière écologique. Donc, c'est vraiment tous des modules comme ça. On envoie la publicité et la programmation aux personnes concernées et ces personnes-là s'inscrivent à nos formations et viennent ensuite assister aux différents cours et s'il y a toutes des discussions qui se mettent en place sur les techniques qui sont utilisées et les techniques qui seraient à privilégier, comment faire en fait. C'est vraiment... On forme de manière plus théorique avec vraiment une approche un peu ex cathedra de la formation et on est en train de développer une approche beaucoup plus pratique sur quels sont les gestes à mettre en place, aller visiter des projets, comment est-ce que ça a fonctionné, quels étaient les freins à ces projets, comment est-ce que ça a été surmonté. Donc essayer de toujours d'avoir cette dynamique positive de c'est faisable. D'autres ont mis en place ces techniques, donc c'est aussi faisable chez nous. Ce sont les DRH ou les patrons d'entreprise que tu rencontres? Il y a de tous les niveaux.
En gros, ça peut être les éco-conseillers, ça peut être des architectes, ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des patrons qui viennent pour apprendre, ça peut être également des agents de terrain, ça peut être des entrepreneurs de parcs et jardins. Il y a vraiment chaque formation a son public cible. Ça peut être pour tout genre de personnes. Vous êtes situé dans un champ d'action exclusivement sur Bruxelles, vous en sortez, vous allez beaucoup plus loin. On va dire que 95-96% de notre public, c'est vraiment le public bruxellois. C'est vraiment notre mission, c'est de former les acteurs au développement de la biodiversité en ville dans la région de Bruxelles-Capitale. Mais on a parfois des personnes d'autres villes qui viennent assister aux cours parce qu'ils sont intéressés. Notre principal public, c'est Bruxelles, mais on a des électrons libres qui viennent graviter autour de l'aide des formations. Je me mets à la place d'un DRH qui écoute ce podcast, qui ne vous connaissait pas. Je me dis, mais tiens, moi j'ai des bureaux en plein centre de Bruxelles, il y a 0 espace vert, à part 3 bacs de plantes dans l'espace open floor, il n'y a pas grand-chose. Quel est l'intérêt pour moi? Alors, je peux comprendre de ce que tu me dis que l'intérêt déjà, c'est de former les gens qui vivent à Bruxelles, mais aussi en dehors, qui travaillent dans la boîte, et de les sensibiliser. Ça, c'est mon action éco-entrepreneur, éco-responsable à mon niveau que je pourrais prendre. Quel autre argument pourrais-tu donner à ce type de profil? Alors, en gros, en fait, comme tu disais, c'est un bâtiment sans vraiment beaucoup de diversité autour, mais on a tout un module qui est vraiment basé sur, OK, les bâtiments existent, mais c'est pas antinomique avec la biodiversité. Et donc, on donne des formations alors sur comment aménager ces bâtiments. Comment faire lors de la rénovation, comment est-ce qu'on peut faire pour aménager une toiture végétale, pour mettre des plantes grimpantes, pour accueillir la faune autour de ce bâtiment. Donc il y a vraiment, chaque personne, même s'il y a vraiment un très faible lien avec la biodiversité, peut apporter quelque chose à ce développement dans la ville. Je suis membre d'une coalition qui s'appelle CAIA, Coalition des écopreneurs. Tu rencontres ce genre d'entrepreneurs aussi? Je ne rencontre pas vraiment d'écopreneurs. Ça va être très souvent, la majorité du public, en fait, ça va être des administrations, donc tout ce qui gravite autour, quelques bureaux d'études et beaucoup d'entrepreneurs parcs et jardins. Donc vraiment, la nouvelle génération d'entrepreneurs, on a encore du mal à les toucher, mais on cherche à les atteindre pour, justement, ils sont dans cette mouvance-là et donc ce serait une synergie intéressante à développer. Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux dans tes échanges ou tu trouves que la sensibilisation, il y a encore un énorme travail à faire à Bruxelles? Alors, je vais rejoindre Alexia là-dessus, c'est qu'il y a une prise de conscience qui se met de plus en plus forte, mais très souvent, en fait, il y a quelque chose qui est difficile, c'est de transiter du cerveau au bras, parce qu'on a l'habitude vraiment, on a des vieilles coutumes, des vieilles habitudes qui doivent changer, et souvent, quand on est ancré dans un fonctionnement, c'est très, très dur de rétropédaler et d'arriver à changer ses pratiques. Tu m'as parlé tantôt de pesticides et d'agents toxiques pour l'environnement, mais par importation, des plantes qui viennent de l'étranger, invasives, détruisent la biodiversité locale. Les challenges sont déjà nombreux au départ, ça c'est un point. C'est bien beau, on entend à la bouche de nos politiciens nous sortir des grands débats écologiques dans tous les partis maintenant. Regardons les agriculteurs, à quoi ils sont confrontés quand ils manifestent dans la rue. Il y a des tas de paradoxes, donc on va te dire tel produit glyphosate est interdit, mais tu vas en trouver sous d'autres formes, par d'autres canaux ou par importation. Il y a tellement de contradictions. Tu as aussi ces contradictions dans les entreprises qui sont émergentes et qui te reviennent en surface. Il y a, c'est vrai, beaucoup de contradictions. En fait, je reviens d'abord à ta première question au niveau des espèces invasives et les exotiques envahissantes. C'est un gros challenge, c'est une couche qu'on remet en plus sur l'érosion de la biodiversité et qui pose énormément de problèmes lorsqu'elles prennent la place d'une espèce déjà présente, que ce soit une plante ou un animal. Et surtout pour les abeilles. Tu parles du frelon asiatique. Entre autres. C'est surtout au niveau des abeilles mellifères. Les abeilles sauvages subissent un impact beaucoup moins marqué de la part des frelons asiatiques que l'abeille mellifère. On va dire que la ruche est un garde-manger et qu'il suffit d'attendre pour que la nourriture sorte, tandis que les abeilles sauvages sont beaucoup plus dures à trouver. Donc oui, ça peut poser énormément de problèmes. Il y a des espèces qu'on va ramener qui n'auront qu'un impact vraiment très très faible sur l'environnement, mais on a tous entendu parler de la renouée du Japon, du buddléia, de la balsamine, de la berce du Caucase, qui posent énormément de problèmes, tant par leur prolifération que parfois les risques qu'elles peuvent engendrer sur la nature, mais aussi sur nous-mêmes. Deuxième partie de la question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paradoxes qui se mettent à ce niveau-là, des paradoxes de changement de pratique en fait qu'on faisait il y a plusieurs dizaines d'années et que actuellement en fait on demande de revenir parfois à ces pratiques-là. Les personnes qui travaillent dans ces domaines-là depuis des dizaines d'années se disent c'est stupide, on a dû changer de pratique et maintenant on nous demande de rechanger de nouveau de pratique. Donc c'est vraiment des choses qui sont ancrées, qui sont très très dures à modifier. Il y a vraiment à plusieurs niveaux, comme tu disais, avec les produits phytopharmaceutiques qu'on peut trouver hors Belgique, mais ça, c'est vraiment chaque pays a sa propre législation et ses propres spécificités. Donc, certains produits sont interdits en France, mais trouvables en Belgique. Et il y a des contrôles qui sont mis en place pour éviter qu'on puisse aller les chercher dans un autre pays et les ramener chez nous pour les utiliser. On est perclus de contraste. On a ça avec les administrations où les agents de terrain nous disent « Ok, c'est bien beau ce que vous nous demandez, mais ça prend du temps. » Et on est en train de raboter sur la main-d'œuvre qui est disponible et donc il y a de moins en moins de travailleurs qui ont de moins en moins de temps pour mettre en place des pratiques qui, durent de plus en plus longtemps, prennent beaucoup de temps.
Et donc, on est là également pour les rassurer, pour leur dire, oui, OK, de prime abord, ça prend plus de temps, mais par contre, en faisant ces techniques-là, ça vous permet de dégager du temps sur d'autres zones que vous gérez différemment. Et donc, il y a moyen d'arriver à un temps de travail équivalent. Je pensais aussi aux agriculteurs, on leur demande de faire des jachères. Il faut comprendre le but, c'est de restaurer la faune souterraine, parce que la terre qui est tout le temps retournée et qui n'est pas en jachère, elle n'a pas le temps de se reposer. Non, c'est une terre Mais morte. avec ce que le comportement européen fait et les accords qu'ils font, ils ne laissent plus le choix aux agriculteurs que de rentabiliser, parce qu'ils sont en sous-revenus. Et finalement, quelque chose qui est bon pour l'environnement, ils reviennent en arrière. C'est le paradoxe total. Mais bon, on va pas être négatif dans ce podcast. Je me permets juste de dire, c'est vrai que très souvent, en fait, au niveau de l'agriculture, on force les gens sans explication. En fait, on leur dit, vous faites comme ça, et c'est comme ça, point barre. Mais si on explique le cheminement, on arrive à ce qu'ils puissent comprendre que, OK, si on laisse des terres en jachère, ça permet justement d'économiser par après au niveau du travail du sol, au niveau de l'utilisation d'engrais, etc. Et donc, Et la terre sera plus rentable. Et la terre sera plus rentable, sera plus vive. Donc, en même temps, une terre plus équilibrée permet de diminuer l'attaque de ravageurs, etc. Donc, il y a tout un cheminement qui est souvent laissé de côté, qui n'est pas expliqué aux agriculteurs. Et donc, c'est un peu le même principe. Très souvent, on dit aux gens, vous faites ça sans expliquer le pourquoi du comment. On se retrouve face à un mur, on reste vraiment calé à ces explications. Je vais revenir vers Sophie. Moi, j'avais envie de rebondir sur ce que Christophe disait par rapport à l'évolution un petit peu des mentalités, etc. Comme je disais tout à l'heure, Apis, ça fait 20 ans qu'on est là et on a quand même aussi pu observer une évolution dans les mentalités et dans le cadre législatif au niveau de la nature en région de Bruxelles-Capitale. Depuis maintenant un peu plus de 10 ans, on a une ordonnance nature et une ordonnance de réduction des pesticides sur les espaces publics. Ça a eu des impacts concrets sur le paysage urbain, sur les pratiques qui ont été mises en œuvre maintenant pour gérer cette nature. Donc, on ne peut plus utiliser de pesticides dans les espaces publics et donc c'est aussi pour ça que Christophe y forme les équipes des communes, mais aussi les équipes des entrepreneurs du secteur privé pour accompagner ces changements-là. Ça a été un gros choc en 2013 quand il y a eu l'obligation d'interdiction des pesticides sur les espaces publics. Il y a vraiment eu un moment de flottement comme ça où la mesure n'a pas été bien reçue par une série d'opérateurs au niveau des communes. Les privés, de leur côté, continuent d'aller chercher des produits à l'étranger et pulvériser leur jardin. Oui, c'est ça. Il y avait ces difficultés à comprendre que sur les espaces publics, c'était plus permis, mais bien dans les espaces privés. Et en fait, petit à petit, ce qu'on remarque, c'est que chez une série de jardiniers dans les communes, pour eux, c'est vraiment devenu quelque chose de positif parce que, ne fût-ce que sur leur santé, ne plus utiliser de pesticides, il y en a qui ont bien compris que ça avait un impact positif. Et puis, donc, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est le retour de la biodiversité dans certaines zones, donc plus de papillons, des abeilles sauvages, des nouvelles fleurs qui apparaissent. Et donc, on a vraiment comme ça une évolution du paysage urbain qui est intéressante et qui est aussi valorisante pour les ouvriers sur le terrain. Un autre retour qu'on a aussi du secteur privé des parcs et jardins, c'est que maintenant, on a quand même aussi des clients qui sont un peu plus sensibilisés. Et donc, ils font appel à eux, mais plus question d'utiliser des pesticides, en tout cas chez une partie des clients finaux. Et donc, ça a aussi indirectement influencé les pratiques des entrepreneurs de parcs et jardins. Ce que j'aime bien, c'est que tu mets en avant la santé, parce qu'on oublie trop souvent qu'en fait, certains agriculteurs ont tellement utilisé ces pesticides qu'ils se sont foutus leur propre santé en l'air. Et c'est seulement à cette génération et maintenant qu'on voit les premiers cas de cancer, les premiers cas d'handicap. Récemment, à la télévision, on a encore eu un cas qui était présenté dans un JT, je me rappelle très bien, où l'agriculteur, il était en train d'être face à des maladies, je crois que c'était un cancer, en fait, qui était dû justement aux pesticides et à tout ce qu'il achetait. Oui, à Parkinson, c'était ça, voilà. J'ai une autre question pour toi. D'ailleurs, je te l'ai posée en aparté quand on s'est parlé pour préparer cette interview. Pourquoi les abeilles ? Pourquoi les abeilles ? Parce que j'avais reçu à mon micro aussi, je te donne le contexte, Melifika, qui était un passionné de l'abeille noire, qui m'expliquait l'enjeu des abeilles noires. Et c'est lui qui m'avait appris comment les abeilles se reproduisent, qu'elles font un peu une banque de gènes reproducteurs, et puis que s'il y a malheureusement une race parasite, ça prend en effet long avant que ça ne se rééquilibre. Oui. Donc je vais te laisser un peu nous expliquer avec ta passion habituelle ce combat sur les abeilles. Déjà, je pense que tu as en germe là les premiers éléments de réponse, c'est que c'est fascinant. Les abeilles domestiques, mais aussi les abeilles sauvages, elles sont fascinantes. Elles nous ouvrent tout un monde sur la vie des insectes, sur la vie de la nature. Et donc, c'est une excellente porte d'entrée pour s'intéresser à ça. Vous ne placez pas des ruches. On va le préciser aussi, c'est important. Donc, les enfants qui nous écoutent, pas de chance, Apis ne placera pas des ruches dans votre école. C'est ça. Ni en entreprise, Christophe ? Du tout. Exactement. Nous, ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est la diversité des abeilles sauvages. Très honnêtement, on a installé des ruchers par le passé dans le cadre strict de projets de sensibilisation. Donc l'objectif, c'était d'utiliser la fascination exercée par l'abeille mellifère, l'abeille à miel, pour sensibiliser à l'importance de la nature. Après, on a vu que ça marchait qu'à moitié.
La difficulté, c'était que, au final, on se retrouvait parfois dans des projets où l'apiculture était mis trop en avant par rapport à nos objectifs de sensibilisation et de reconnexion à la nature. Et donc, on a fait le choix de laisser tomber ce volet apicole de notre ASBL pour se concentrer sur les activités de sensibilisation en mettant plus en avant les abeilles sauvages. Alors, on parle quand même encore un petit peu de l'abeille domestique, notamment au Sentier des abeilles, parce que son organisation sociale est fascinante. Une colonie d'abeilles, c'est 50 000 abeilles qui œuvrent dans un objectif commun qui est la survie de la colonie. Donc, on a une reine, on a des tas d'ouvrières, quelques centaines ou quelques milliers de faux bourdons, de mâles. Et en fait, c'est une organisation sociale très complexe qui est interconnectée à l'environnement, à la nature et qui permet en fait d'aborder des tas de choses. Mais donc voilà, on conserve un volet sensibilisation pour parler des abeilles domestiques comme porte ouverte sur le monde des insectes. Mais ce qu'on cherche à mettre en avant, ce sont toute la diversité des abeilles et toutes les actions qu'on peut faire pour accueillir ces abeilles sauvages. Parce que, voilà, si on a envie de pousser un petit peu la comparaison, ça sert à rien d'élever des poules pour aider les oiseaux, donc ça sert à rien de mettre des ruches pour aider les abeilles sauvages. Donc ce qu'on va faire en fait au niveau des abeilles sauvages, c'est de faire découvrir cet univers aux citoyens, aux citoyennes, aux acteurs du privé aussi, aux professionnels. Et à Bruxelles, on a plus de 200 espèces d'abeilles sauvages différentes. Voilà, ici, au mois de mars, on va avoir les premières osmies qui sortent. On les observe déjà dans certains nichoirs. Première reine bourdon, moi j'ai eu l'occasion d'observer ça ici ce week-end. Et donc on a une dizaine, une vingtaine de bourdons différents. On a des mégachilles, donc voilà, tout un univers d'abeilles qui, pour la plupart, vivent de façon solitaire. L'essentiel des abeilles sauvages, elles ne vivent pas en colonie comme l'abeille domestique. Alors, on a certaines abeilles qui sont sociales, comme les bourdons, mais sinon, pour la plupart, elles font leur nid de façon isolée, dans le sol. D'accord. Donc, 2/3 des abeilles vivent dans le sol. Et les autres, elles vont s'installer, par exemple, dans des tiges creuses, dans du bois. C'est pour ça que de temps en temps, mettre des nichoirs isolés, ça peut les aider, mais installer des hôtels à insectes partout, c'est pas une solution non plus. T'as anticipé ma question. Je te T'as vu voyais la question Michel. venir. T'avais vu la question venir parce que ça se fait. De plus en plus de gens pensent faire une bonne action Tout à fait. en plaçant ce genre d'hôtel à insectes. Quelle est la problématique de ces hôtels à insectes? L'objectif poursuivi, souvent, il est tout à fait louable, c'est d'aider la biodiversité. On se dit, les abeilles vont mal, on va les aider. Soit on met des ruches, ça n'est qu'une partie des abeilles, soit on installe un hôtel à insectes. Alors, première chose, c'est qu'on va jouer sur un des éléments importants pour les abeilles, l'habitat. À côté de ça, il y a tout ce qui est ressources alimentaires. Donc, les abeilles, elles ont besoin d'une grande diversité de fleurs pour se nourrir, des fleurs de qualité, donc sans pesticides, des fleurs qui fournissent du pollen ou du nectar. Arrêter de mettre, ou en tout cas réduire la part de géranium sur les balcons au profit de plantes aromatiques qui fleurissent, ou voilà, ce genre de choses-là. Donc, des fleurs qui vont produire du pollen, du nectar. Et puis, il faut que ce soit en quantité suffisante. Donc, un gazon tout ras, dans lequel il n'y a pas le moindre trèfle, le moindre pissenlit qui pousse, c'est sûr que c'est un désert alimentaire pour les abeilles. Donc, mettre un hôtel à insectes là, c'est vraiment un mauvais plan. C'est ça, tu as tout D'accord, compris. j'ai compris. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'en installant des hôtels à insectes, on va favoriser une concentration importante d'insectes au même endroit. Et donc, ça va être la porte ouverte aux oiseaux pour venir manger ou Et aux aux bagarres. parasites. Voilà. On va créer en fait des conditions de vie qui ne sont pas souhaitables et qui ne sont pas forcément non plus celles qu'on va retrouver dans la nature. Donc notre objectif, ça va toujours être de se dire, on est dans un milieu urbain, on est dans un milieu anthropisé où l'action de l'homme il est important. Eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour accompagner cette nature en s'inspirant de ce qui se fait naturellement? Et donc on va plutôt privilégier l'installation de zones de sol ou de terre à nu, des morceaux de bois percés, quelques nichoirs de tiges creuses à droite à gauche, mais sans concentrer tout ça à un seul endroit. Donc, pour que les auditeurs et auditrices aient quand même, après l'écoute de ce podcast, qui vous découvrent, qu'ils ont envie de vous aider, mais malgré tout, un petit truc à faire à la maison, une action qu'on peut concrètement faire chez soi. Moi, j'ai un jardin, donc ce qui serait intelligent, c'est de faire comme on a fait chez Transforma, un trou, une mare pour ramener de l'eau, des insectes, mettre un peu de bois à gauche, à droite, traîner, arrêter de tourner la pelouse, quelques fleurs sauvages. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu meilleur. Là, on commence effectivement à avoir quelque chose de chouette. Voilà, on a une bonne astuce pour les auditeurs et auditrices. Je ne sais pas si tu as aussi eu l'occasion d'aller justement derrière les locaux. On a installé une Place to Bees. Si, j'ai vu. Ah voilà, donc la Place to Bees, Explique. elle s'éveille. C'est le début du printemps. On a installé ça Chez à l'automne. Transforma, ouais. Donc dans le jardin de Transforma, on a installé notre première Place to Bees. Alors la Place to Bees, c'est quoi?
c'est un endroit où on a envie d'être, donc a place to be. Ils ont tous Pour les mains les- en l'air en train de faire pour les yeah, humains. yeah, yeah. Les auditeurs ne le voient pas évidemment, mais moi je le vois alors je le dis. Pardonne-moi de t'interrompre. Ouais, ça nous emballe pas mal. Hein. C'est un endroit où on a envie d'être et un endroit qui est favorable, qui accueille les abeilles sauvages. Donc on a travaillé, c'est justement Marina, hein, qui n'a pas le micro aujourd'hui, mais Mais qui est là? Elle fait les photos. On a fait toute une sélection de plantes, à la fois des bulbes, à la fois des plantes vivaces, des plantes de haies, des plantes grimpantes, qui vont fournir pollen et nectar pour les abeilles sauvages. On a installé aussi une série de sites de nidification, donc un sandarium, un espace dans lequel on a mis du sable et dans lequel les abeilles terricoles vont pouvoir aller s'installer, une série de bûches percées, etc. Et donc, tout au long de l'année, on va pouvoir observer, ça c'est un objectif, on sait tout à fait s'installer au sein de cet espace-là pour regarder ce qui se passe. Et l'objectif pour nous, ça va être de pouvoir accompagner chacun à la découverte de ces abeilles-là. Les abeilles, elles sont là, elles vivent à l'état adulte en général 1 mois, voire maximum 2 mois. Et donc, ce sont des espèces différentes qu'on va pouvoir observer tout au long de l'année. On a les premières abeilles qui apparaissent maintenant, puis voilà, ça va être d'autres espèces en mai, en juin, pour terminer avec certaines espèces comme la colette du lierre en septembre-octobre qui va les butiner justement sur le lierre. Et donc, c'est toute une diversité d'insectes différents qui vont fréquenter cette place to bees tout au long de l'année et on espère que les gens qui passent ici ils pourront venir et avoir envie de faire le s'émerveiller. même chez eux aussi. Voilà, s'émerveiller de ça et faire la même chose chez eux, tout à fait. À côté des espaces publics, on peut aussi tout à fait développer des place to bees en partenariat avec des entreprises. Voilà, donc s'il y a des entreprises qui ont des espaces verts avec ce fameux gazon sans fleurs, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. On peut voir aussi ce qui est possible d'installer comme place to bees avec elles. Je vais revenir vers Christophe. Je tiens juste en fait à insister sur le fait que vu que c'est un espace de cohabitation entre les abeilles et les humains, les abeilles bien sûr ne sont pas agressives en fait. Simplement, elles vivent autour de nous, mais on peut les observer sans risque de se faire piquer ni quoi que ce soit. C'est important de préciser. Ouais, bon, enfin maintenant il faut à un moment donné que l'homme accepte aussi qu'il est un animal parmi les autres, qui fait partie d'un écosystème et qui peut se faire piquer, qui fait partie de la vie. Exactement. Ce serait peut-être bien de lâcher prise aussi sur ce plan-là. Alexia, je voulais te demander, je fais un pont, vous allez me dire s'il est juste ou pas justifié, mais il me paraît assez évident. Quand on parle des insectes, des cycles de vie des insectes comme de l'abeille, on va finir dans les écoles à un moment donné parler des saisons. Et qui dit parler de saison, va parler aussi et ouvrir une porte d'entrée à la discussion sur les légumes de saison. Parce que c'est clair que si on veut aider la biodiversité et les insectes, acheter des fraises en plein hiver, c'est peut-être pas la chose qu'on recommande ou qui va quand même aider le projet. Est-ce que vous allez intervenir sur ce plan-là ou vous ne virez jamais? Donc là, comme je disais, je suis là pour aussi redynamiser un peu les animations en école parce qu'avec le Covid, il y a plein de trucs qui ont dû être suspendus. Et du coup, on a eu des premières animations autour de tout ce qui était pollinisation. Et donc, l'idée, c'était vraiment de déjà sensibiliser les enfants à c'est quoi un insecte. Non, une araignée n'est pas un insecte. Non, un 1000 pattes n'est pas un insecte non plus et le scorpion non plus. Donc, c'est aussi un peu recadrer les choses. Après, c'est important parce que les insectes sont quand même responsables de 85-90% de la pollinisation des fleurs. Sans insectes, il n'y a pas de pollinisation. Ou en tout cas, très très peu. On va avoir du bouleau, on va avoir des céréales, on va avoir des noisettes. Les champignons, ils ont leur propre mode de reproduction, mais vraiment les insectes, que ce soit les papillons, les abeilles, les mouches, donc il y a certaines mouches qui pollinisent aussi, et il y a quelques coléoptères, donc tout ce qui est de la famille des coccinelles, qui va venir sur les fleurs et qui va participer à la pollinisation. Qui dit pollinisation dit reproduction, qui dit reproduction dit fruits, et dans les fruits, il y a les légumes, et il y a les fruits comme on voit au supermarché, qui n'existent que parce que les insectes sont là à, en effet, une certaine saison. Et parce que les fleurs n'apparaissent aussi qu'à une certaine saison. Donc, comme tu disais, des fraises en hiver, il y a une énorme probabilité qu'elles viennent de serre ou bien qu'elles viennent de l'autre bout du monde. Et on va peut-être pas venir sur une des premières causes du réchauffement climatique et de l'avion, mais il y a des questions en termes de déplacement. Donc, je pense que par rapport à ces animations de pollinisation, il y a la prise de conscience que si je vois pas d'insectes quand il neige, a priori, je vais pas avoir de fruits qui vont venir. Après, on a une deuxième animation qui va être testée dans 1 ou 2 mois. Mais c'est bien parce qu'en fait, en train de rentrer dans ma deuxième question que j'avais pour toi avant de passer à Christophe, c'est ça. C'est tu rencontres un directeur d'école, qu'est-ce que tu lui proposes comme formation, comme choix de catalogue, et puis surtout, combien de temps dure-t-elle? Est-ce que tu passes 1 mois dans l'école? Est-ce que tu passes 1 heure?
Comment ça se passe? Raconte-moi un peu ce moment et puis je poserai la même question à Christophe pour les entreprises. Alors, si ça ne tenait qu'à moi, rien qu'à moi, je passerais ma vie en école, je crois. Ça, je l'ai bien compris et je l'ai vu quand tu chantais offline avant qu'on enregistre. Enfin voilà, je trouve qu'il y a tellement de choses à dire aux enfants. Je suis animatrice nature, hein. Moi, les enfants, c'est... Tu vis ta passion, on le Ouais. sent. Ah ouais, Ouais, vraiment. clairement. J'ai les yeux qui brillent, le Ouais. sourire jusqu'aux oreilles. C'est le sourire banane, on appelle ça. Ouais, j'étais animatrice scout. Quand j'étais animatrice, j'étais là, si mon métier pouvait être animatrice, ce serait génial. À l'époque, ça n'existait pas. Et maintenant, tu le fais. Et maintenant, je le fais. Donc, Génial. T'as donc vu ça, le vraiment, bonheur au travail, Sophie? Moi, je suis comblée par cette équipe. Une des premières portes d'entrée, ça a été le sentier des abeilles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est donc à la ferme Nopilif. Il y a un parcours qui se fait de manière tout à fait autonome, qui peut se faire, un dimanche, un samedi. Donc la classe se déplace. La classe se déplace, mais il y a aussi des particuliers qui peuvent le faire. Mais donc l'idée, c'est on accueille une classe, on donne des animations à cette classe, on va aussi observer des abeilles qui vont sur des fleurs, Et par rapport à ça, les écoles peuvent choisir soit de faire que le sentier des abeilles, elles reçoivent après un dossier pédagogique par rapport à ce qui est donné au sentier, ou alors le sentier fait partie d'un pack dans lequel il y a donc le sentier, une animation sur la pollinisation et alors une animation qui est sur l'assiette de l'abeille, comme on appelle. Donc, c'est tout ce qui existe grâce aux abeilles et aux pollinisateurs. Et donc, ça, c'est aussi... Donc finalement, on touche quand même encore aux légumes et aux fruits. Hein. On touche aux légumes et aux fruits parce que, évidemment, il y a le lien et c'est pas pour rien que ça fait des années qu'on parle que l'abeille est en train de décliner et que c'est problématique. C'est pas pour rien. Et donc, l'idée, c'est aussi de replacer ça avec, comme disait Sophie, c'est pas parce qu'on place une ruche qu'on va aider les abeilles. L'important, c'est principalement aussi les abeilles sauvages. Mais donc, il y a vraiment une idée on sensibilise qu'est-ce qu'un insecte. Dans les insectes, il y a telle sorte d'insectes. Ces insectes-là servent à ça, et grâce à ça, on a ça. Et comment ils vivent pour les Et comment protéger. ils Parce que vivent si on pour sait les comment ils vivent, on protéger. sait comment faire attention Tout à à eux. fait, c'est tout à fait ça. C'est des après-midi, c'est des matinées? Ce sont des demi-journées. Des demi-journées. Ouais. Bon, chères écoles qui nous écoutez, c'est le moment de faire appel à Apis. Hein. Tout à fait. Je ne vais que dans les écoles de la région de Bruxelles-Capitale. Christophe, les entreprises, par contre, ça c'est encore un autre public, c'est un autre domaine. Complètement. Mais DRH, encore une fois, tu vas me proposer des formations, c'est quoi? C'est une journée? Quels sont les titres de ce que tu me proposes et comment? Les formations sont très généralement d'une demi-journée, de 3 heures, soit le matin, soit l'après-midi. Il y a certaines formations qui peuvent prendre plus longtemps selon la quantité de matière qu'il y a à transmettre. On a des formations qui durent parfois une journée et demie, qui sont reprises alors dans un module qui va durer sur 1 an et demi, 3 formations tous les trimestres. Comme ça, on maîtrise vraiment. La formation que je cible pour le moment, c'est la plantation de l'arbre en ville, donc vraiment de comment mettre en place la réflexion sur où mettre les arbres et comment les mettre en place, en passant par la plantation jusqu'à la mort de l'arbre, ou vraiment lorsqu'il est malade, que faire, comment le gérer, est-ce qu'on l'abat, est-ce qu'on ne peut pas le laisser sur pied et tout en assurant la sécurité des gens. Donc vraiment, Ah ouais, c'est complet. comme on voit apparaître de plus en plus maintenant des sculptures d'arbres dont on se sert pour décorer en fait des parcs de manière plus naturelle que d'installer une sculpture. Vraiment là, on se sert de tailler l'arbre pour arriver à faire quelque chose de Ça peut être de très bien beau, intégré. hein. Ça peut être très J'ai très joli. visité un parc à Ougarden, ils ont un arbre comme ça. Les branches ont été sculptées, sur chaque branche il y a un hibou, un oiseau, et franchement c'est super joli. Et maintenant je comprends mieux pourquoi ils le font. Moi je Voilà. l'ai pesté en disant mais c'est dégueulasse pour la nature. Ben non, en fait maintenant tu me donnes une explication cohérente. C'est J'ai ça. appris une deuxième chose aujourd'hui encore. Une troisième chose qui sera à apprendre plus tard. Alors on verra, on essaiera. Oui, On va essayer voilà. d'avoir le maximum de t'apprendre des choses. Super. On voit aussi parfois certains qui abattent les arbres et qui en font un banc, d'en faire du mobilier, vraiment d'éviter d'exporter, de le laisser en fait, vu qu'il y a énormément de diversité qui sont liées aux arbres morts, en les laissant sur pied ou en les laissant dans la zone en petit tas ou quoi que ce soit, on réaccueille toujours cette diversité qui était vraiment absente de nos parcs. Et donc voilà, il y a tout un cheminement qui se met là derrière. Je suis très honoré que vous ayez accepté mon invitation. J'avais très envie de vous mettre en avant. Vous êtes membre de Transforma, en plus vous faites quelque chose qui me touche. Donc cocorico et merci. On va Merci à clôturer toi. tout doucement ce tour de table avec un retour vers toi, Sophie. Mhm. Je vais te demander d'expliquer à nos auditeurs et auditrices quels sont les enjeux pour vous maintenant pour l'association. Qu'est-ce qui serait utile que les auditeurs et auditrices pourraient faire? Alors, ils peuvent faire des dons, on les invite à le faire. Il y aura un lien dans le texte du podcast pour vous faire un don directement ou via le podcaston. Ils peuvent laisser un message vocal, poser une question, et s'ils autorisent qu'on mette leur voix sur les réseaux sociaux, je pourrais même en dessous du podcast publier l'intervention, vous pourrez l'écouter et répondre par la même manière. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour vous aider? Qu'est-ce qui vous serait une plus-value par rapport à cet épisode podcast? Mais alors, c'est de nous rejoindre dans le cadre de nos différentes activités. Donc, vers le grand public, on a une série de chantiers de végétalisation de l'espace public ou d'installation de Place to Bees qui sont prévus durant l'année. Donc vous cherchez donc, des bénévoles. Ça ne demande pas nécessairement un engagement, mais donc nous, on est ravis de partager ce qu'on sait et de sensibiliser les gens. Et donc,
venir nous donner un coup de main dans le cadre de nos activités de plantation. Ça, c'est toujours un vrai plaisir pour nous, voilà, de pouvoir rencontrer les gens et les inviter à agir avec nous concrètement là-dessus. Pour tous se former sur la nature en ville, outre nous téléphoner si vous avez des questions spécifiques, on a aussi développé un MOOC qui s'appelle Partenaire Ville Nature. Ça, c'est bien, parce que justement, comme nous écoutent dans le monde entier, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi, je suis pas en Belgique, je sais pas vous aider, je sais pas venir en Belgique, j'habite au Québec. » Eh bien, il y a le MOOC. Chers amis québécois, venez voir le MOOC Partenaire Ville Nature. Où est-ce qu'on trouve ce MOOC? Alors, c'est sur le site. Donc, une bonne partie de nos formations dont a parlé Christophe se font dans le cadre de la Nature Academy, qui est un projet développé par Bruxelles Environnement qu'Apis Bruxella met en œuvre. Merci beaucoup aux gens, à nos contacts de Bruxelles Environnement avec qui on arrive à travailler pour une meilleure ville nature. Et donc, ce MOOC est disponible sur le site www.nature-academy.be. Il faut se faire un compte et on a accès alors à ce contenu sous forme de capsules vidéo. Voilà, le premier module, c'est sur le b.a.-ba du vivant. Le deuxième, surtout les dangers et risques liés aux produits phytopharmaceutiques, aux pesticides qui s'occupent de neutraliser les ravageurs des plantes. Ce sont des MOOC gratuits? Dernier module sur la gestion écologique et tout ça est bien sûr gratuit et visionnable quand ça arrange les gens. Donc participez à nos activités, vous formez et puis que chacun puisse devenir aussi relais de cette nature en ville, en végétalisant l'espace public et puis en améliorant aussi ses pratiques sur son balcon, au niveau de son jardin, les toitures, etc. Et ça, c'est valable dans le monde entier, où qu'on habite, et ça peut fonctionner partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment génial. Rappelle-moi l'adresse du site internet. www.apisbruocsella.be apisbruocsella.be ou sur notre page Facebook, Apis Bruxella. Et sur LinkedIn aussi, vous êtes. Et on est aussi sur LinkedIn, tout à fait. Pour donc là, on relaie aussi toutes nos formations vers les professionnels, nos accompagnements aussi. On accompagne les communes pour améliorer la gestion écologique dans les cimetières, végétaliser l'espace public avec les citoyens, accueillir les abeilles sauvages. Donc LinkedIn pour les professionnels, Facebook ou le site internet d'Apis. Et puis, on a aussi un numéro de téléphone, ça fait peut-être un petit peu old school, mais donc 02 672 14 27. Et notre collègue Lucie se fera un plaisir de vous informer. Et plus 32 si vous êtes du Québec. Ou ailleurs. Voilà, plus 32, c'est le préfixe international pour la Belgique. Super. Mais je pense que le meilleur réflexe pour les auditeurs et auditrices, c'est d'aller sur votre site internet. Vous lisez, il y a plein de choses intéressantes. Ce sont des passionnés, vous l'avez entendu au micro. Et je pense que ça, il faut savoir le remercier et le gratifier aussi. Merci, à bientôt pour de futures aventures. Merci à toi. À bientôt, au revoir. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.